À la une de l'actualité, l'inquiétude des étudiants et enseignants de l'Université des Antilles. Devant les tensions entre les deux pôles, ils craignent une nouvelle scission. Ils appellent donc les politiques à la rescousse pour arbitrer la crise. 10 morts, dont 8 Français, parmi eux 3 sportifs de renom, Alexis Vastine, Florence Artaud et Camille Muffat. L'accident d'hélicoptère qui a eu lieu hier en Argentine a bouleversé la France. Chez nous aussi, l'émotion est vive, notamment dans le monde du sport. La collectivité unique, oui, mais à quel prix? Hier, les présidents de régions et des départements Martinique et Guyane se sont rencontrés à Cayenne pour faire le point sur leurs préparatifs respectifs. Enfin, le 38e salon des éditeurs du premier degré a lieu jusqu'à demain à Madiana. Les professionnels de l'enseignement pourront y rencontrer des éditeurs de manuels scolaires. Et puis, notre invitée sera la présidente de la CGPME, toute nouvellement élue, Céline Rose, qui sera donc avec nous tout à l'heure. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite avec cette réunion au sommet ce matin sur le campus de Schœlcher. Étudiants et enseignants se sont rassemblés pour faire part de leur inquiétude quant à l'avenir de l'Université des Antilles. Ils en appellent à l'intervention de la classe politique pour apaiser les tensions et garantir des lendemains plus sereins dans les deux pôles. Kathleen Bilascopette avec Guy Raphaël René. Pas de cours magistral ce matin dans l'amphithéâtre Michel-Louis, mais une réunion extraordinaire. Une fois n'est pas coutume, étudiants et enseignants partagent les mêmes bancs et surtout la même inquiétude sur le futur de leur outil de travail. Entre changements statutaires, incertitudes budgétaires et guerre des chefs, l'institution est au bord de l'implosion. Le malaise est vraiment général au niveau des étudiants parce qu'on a l'impression que ce n'est pas notre combat. On a l'impression qu'il s'agit de magouilles, de bidouillage politique. Et nous, on a l'impression que nos intérêts ne sont pas pris en compte. Et vraiment, on a vraiment ras-le-bol. Nous savons qu'une grande partie de nos jeunes préfèrent partir en France directement après le baccalauréat ou bien se diriger vers d'autres pays tels que le Canada. Et pourtant, la Martinique a besoin de sa jeunesse. C'est à nous, étudiants de l'Université des Antilles, à montrer qu'on est ensemble et qu'on veut rester ensemble. Une délégation de l'université a été reçue ce matin dans le bureau de Serge Letchimy. Demain, une commission mixte paritaire de 6 députés et 6 sénateurs doit se réunir pour débattre notamment du mode de gouvernance de la future Université des Antilles. Désormais, la future université sera gérée par un ticket de 3 responsables, à savoir le président et le vice-président du pôle de Martinique et celui du pôle Guadeloupe. Cette proposition avait été formulée par le Sénat dans un premier temps. Ensuite, elle a été refusée. Donc, demain, on revient sur la question, sachant que s'il y a encore discordance, d'après ce qu'on dit, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et tandis que les uns s'inquiètent, que les autres plaident l'apaisement, sur les réseaux sociaux, les polémiques continuent de faire rage. Dernière en date, cette photo publiée par le conseiller régional Camille Chauvet sur sa page Facebook. On y voit une Corinne Mancé-Caster grimée en bulldog face à François Hollande. Que sa vie soit menacée, que de tels propos soient tenus, une photo grimée, dans quel monde vivons-nous? C'est Corinne Mancé-Caster est le genre de personne qu'il faut absolument soutenir. Dans un communiqué, le cabinet du président de région a demandé à l'élu de supprimer, je cite, cette caricature offensante. Se revendiquant de la liberté de ton d'un Charlie Hebdo, Camille Chauvet a répondu en substance qu'il enlèverait la photo quand il voudrait, de quoi jeter encore un peu plus d'huile sur le brasier de notre université. La France est en deuil après le crash de 2 hélicoptères en Argentine hier. À bord, 2 pilotes argentins et 8 Français, dont l'équipe de tournage de Dropped, une nouvelle télé-réalité de TF1, une émission qui devait mettre en avant des sportifs renommés. 3 d'entre eux ont perdu la vie dans cet accident. Le boxeur de 28 ans, Alexis Vastine, la navigatrice de 57 ans, Florence Artaud, et la nageuse Camille Muffat. Des décès brutaux qui ont choqué jusqu'en Martinique. Florence Artaud était déjà venue sur notre île, elle connaissait bien l'archipel guadeloupéen également. En 1990, elle était la première femme à remporter la route du Rhum, ce qui lui avait valu le surnom de petite fiancée de l'Atlantique. Elle avait également participé à un tour de Martinique organisé par les Roms Saint-Étienne en tant qu'invitée d'honneur. Elle y avait confié notamment son affection pour notre département. Vous voyez à l'instant ces quelques images où toute sa joie de vivre s'exprime. Des images envoyées par l'un de nos téléspectateurs, Christian de Gentil, un Marinois qui nous les a faites donc parvenir cet après-midi et qu'on remercie
remercie d'ailleurs chaleureusement. Je vous propose d'écouter cet extrait qu'il a également capté, extrait d'un discours de Florence Artaud qu'il a retrouvé dans ses archives. C'était dans 2011, écoutez. Vous êtes venus aussi nombreux pour cette régate magnifique où j'espère que je reviendrai chaque année. C'est ma première année et je trouve ça formidable car c'est vrai que souvent les régates ont un côté un peu strict, oui, casse-couille, comme tu dis. Là, on a en même temps le côté sympathique, le rhum et en même temps la compétition. Voilà, c'était donc Florence Artaud en 2011, des images amateurs signées Christian Degentil. L'émotion également dans le monde de la natation. Camille Muffat n'avait que 25 ans. Ceux qui l'ont connu sont très marqués par sa disparition. C'est le cas du nageur Grégory Mallet. De 1995 à 1999, il a fait ses armes au Longvilliers Club du Lamentin. En 2006, lors des championnats d'Europe de Budapest, il a côtoyé Camille Muffat en équipe de France. Ils sont tous deux entrés la même année en équipe de France senior. Écoutez sa réaction au téléphone d'Hélène Renaud. On a reçu un coup de téléphone avec ma compagne, 9h ce matin, ou 8h30, réveil en sursaut avec cette mauvaise nouvelle. Donc, on a du mal à y croire et puis au fur et à mesure de la journée, on se rend compte que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Donc on essaye de faire au mieux pour pouvoir encaisser la nouvelle. Ce que je retiens de Camille, c'est des moments... C'est des bons moments de rigolade ensemble, lors de repas avec l'équipe de France, lors de stages partagés, même lors de compétitions et de grands moments aussi à travers les résultats qu'elle a pu obtenir. Puisque aux derniers Jeux Olympiques à Londres, on connaît tous ces résultats de 3 médailles dont un titre. Et voilà, c'était des moments qu'on a partagés avec toute l'équipe et elle nous a apporté beaucoup de bonheur sur le plan sportif comme sur le plan amical et humain, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cet accident. Bien sûr, une enquête est en cours afin de déterminer comment il a pu se produire. Pour l'heure, la thèse de l'erreur humaine est privilégiée. En attendant, toutes les filières sportives de France ont rendu hommage ce soir aux athlètes disparus. En Martinique, petite crise d'angoisse hier à l'aéroport Aimé Césaire. Une nouvelle fois, l'activité a été perturbée par une alerte à la bombe. En cause, un bagage signalé abandonné peu après 18h. Le personnel et les civils présents ont dû être évacués pour laisser place aux démineurs. Il leur aura fallu un peu plus d'1 heure pour s'assurer que le bagage ne présentait aucun danger. Un incident qui n'aura occasionné que quelques perturbations très légères sur le trafic aérien. Pas de quoi donc déranger le voyage de nos présidents de région et du département en Guyane. Hier, Serge Letchimy et Josette Manin sont allés à la rencontre de leurs homologues américains du Sud, Rodolphe Alexandre et Alain Tienlong. Une réunion pour préparer ensemble la nouvelle page institutionnelle qui nous attend, la collectivité territoriale unique. Un saut dans l'inconnu qui demande toute une organisation à nos deux territoires. Mais combien cela va-t-il coûter ? Eh bien, Hélène Renaud a tenté de poser la question. Dans les rues de Fort-de-France, la mise en place de la collectivité territoriale unique n'occupe pas encore tous les esprits. Mais dès qu'il est question du coût de ce grand chantier pour les contribuables, les avis sont partagés. Une partie de la population ne sait pas exactement à quelle sauce qu'on sera mangé, parce qu'il y a un combat de chef qui sera en liste, en tête de liste. Pour le moment, on ne sait pas. Je ne suis pas inquiet et je ne pense pas que nous allons payer plus d'impôts que cela. Ça va permettre qu'il y a moins de dépenses, que la région et l'autre partie se mettent ensemble pour faire une seule, ça y aura moins de dépenses. Pour mettre les choses au clair, les conseils régionaux et généraux de Martinique et de Guyane se sont réunis hier. Objectif, garantir l'équilibre financier de la collectivité unique. En somme, les coûts fixes comme la création de nouveaux logiciels suite à la fusion s'élèveraient à 18 millions d'euros. Pour les surcoûts, comme par exemple l'alignement des régimes indemnitaires des fonctionnaires des conseils régionaux et généraux, il faudrait compter environ 22 millions d'euros, soit un total de 40 millions d'euros en 5 ans. Pour assurer ces dépenses, les collectivités de Martinique et de Guyane misent sur un partenariat avec l'État et des organismes de financement. Il n'est pas question pour nous de partir dans l'impôt supplémentaire parce qu'il y aurait des surcoûts techniques d'installation. Donc ces surcoûts techniques d'installation sont absorbables. La seule chose, l'État doit aussi assumer cette responsabilité dans le sens où nous sommes dans l'avant-garde des révolutions de la réorganisation territoriale, parce que l'État aujourd'hui transfère des compétences, mais sans des ressources qui sont nécessaires à assumer les charges de ces compétences-là. Mais pour ce professeur de sciences politiques, miser sur les dotations de l'État reste une stratégie risquée. La diminution
des dotations de l'État qui ne concernent pas simplement la collectivité territoriale de Martinique, mais l'ensemble des collectivités de France et de Navarre, les départements et les régions de France. Et cela peut effectivement conduire, ici comme ailleurs, à rechercher de nouvelles sources de financement à travers une augmentation des impôts. On doit trouver d'autres sources de financement ou en tout cas réduire les dépenses si on ne veut pas que les Martiniquais soient sollicités pour combler ce manque à gagner. Ce contrat de répartition du financement entre les collectivités et l'État devra rapidement se concrétiser car il reste environ 9 mois avant la mise en place de cette collectivité territoriale. Et la collectivité territoriale unique sera au cœur de votre nouvelle émission Regard politique, Regard sur l'actu politique. Ce soir, pour le premier numéro, Kathleen Villas-Copette, Eddy Marajo et Mikey Rask reçoivent Yann Monplaisir, une interview sans détour d'un candidat à la collectivité territoriale, donc, qui se présente comme chef de file d'une alliance droite et centre. Voyez plutôt un extrait de ce qui vous attend ce soir à 20h. Yann Monplaisir, vous êtes un chef d'entreprise plutôt prospère. En revanche, vos succès politiques sont moins éloquents, ce qui veut bien dire qu'on ne mène pas un parcours politique comme on conduit une carrière professionnelle. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que vos recettes de réussite dans l'entreprise ne marchent pas en politique? Je ne dirais pas qu'elles ne marchent pas. J'ai été à 2 reprises le plus jeune conseiller régional de la Martinique. J'ai été conseiller général. Je me suis présenté à un certain nombre d'élections. J'ai eu, comme il se doit dans la vie... vous avez été battu, législative également. Exactement. Et dans la vie, il faut apprendre... Vous savez, un bon boxeur, c'est un boxeur qui sait donner, mais qui sait aussi recevoir des coups. Voilà, regard sur l'actu politique, ce sera donc à 20h ce soir sur ATV, premier numéro donc ce soir. Au chapitre social, un nouveau préavis de grève a été déposé par la Chambre syndicale de l'énergie. Les salariés d'EDF réclament le respect des engagements pris par la direction en 2011 et 2014, ainsi que l'antianisation des cadres à EDF. Si aucune solution n'est trouvée d'ici lundi prochain, une grève massive se profile à l'horizon, une grève qui promet de mettre dans le noir non seulement la Martinique, mais également la Guyane et la Guadeloupe. Ce matin, les représentants de la Chambre syndicale ont rencontré la direction d'EDF pour tenter de désamorcer la situation avant le début du mouvement prévu donc le 16 mars prochain. Écoutez les précisions du secrétaire général adjoint de la Chambre syndicale de l'énergie de Martinique. Il répond à Louis Sabas. Nous constatons qu'il y a un écart à compétences égales de rémunération entre les collègues de France et ceux de Martinique. Donc, contrairement à ce qu'on croit, certains salariés d'EDF risquent de partir et avoir des pensions entre 900 et 1000 euros. Faire monter en compétence les Antillais. Et nous constatons qu'après 40 ans, toujours pas d'Antillais sur les postes de responsabilité à niveau qu'on aurait pu prétendre. Or, comme on disait, sommes-nous plus cons que des autres? Avons-nous une terre congénitale? En Martinique, n'y a-t-il pas des jeunes Martiniquais suffisamment cultivés pour prendre des postes à des directions à EDF Martinique? Donc, nous demandons qu'il y ait aussi une montée en compétence des jeunes Martiniquais dans la boîte, puisque ça se trouve, qu'il y ait les formations nécessaires afin de nous permettre d'occuper des postes à responsabilité. Il y a les grosses entreprises dont les mouvements de grève paralysent l'économie et puis il y a les petites structures, celles qui sont représentées par la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, la CGPME. Le mois dernier, une nouvelle équipe dirigeante a été élue, donc à la tête de cette confédération. Sa présidente est notre invitée. Bonsoir Céline Rose. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment se portent les petites et moyennes entreprises en Martinique en ce moment ? Eh bien, elle se porte bien malgré tout, mais il y a toujours mieux à faire, il y a toujours mieux à se porter. Donc, le contexte est très difficile, Voilà, la crise économique est encore là. Et bien sûr, les petites entreprises sont les premières à subir ce genre de désagréments, mais elles ont du courage et elles sont encore là. Quels sont vos défis, vous, pour cette nouvelle mandature? Vous avez été élu en février dernier. Oui. Quels sont les gros projets que vous avez à mener? Eh bien, ce sera toujours rester au contact des très petites entreprises et des moyennes entreprises qui sont adhérentes à la CGPME. Donc, les représenter au mieux, puisque l'objet de la CGPME Martinique, c'est de représenter au mieux les petites entreprises dans les instances. Donc, il faut savoir que nous avons quand même pas mal de mandataires qui siègent à la Sécu, à l'IRCOM, à la CGSS, au tribunal. Voilà, au RSI. Donc, c'est rester présent, rester pertinent.
et puis améliorer la vision de ce que c'est qu'une petite entreprise en Martinique. Loi Macron, pacte de responsabilité, les entreprises finalement sont soumises à des constantes évolutions de la loi, il faut suivre tout le temps. Comment arrive-t-on, quand on est par exemple une petite structure familiale, à suivre ces évolutions permanentes et à être tout le temps en conformité du coup avec cette loi qui change? Eh bien, on a du mal. On a du mal, donc il faut être au courant, donc on est là pour ça, les mettre au courant de ces divers changements, les accompagner quand ils nous posent des questions pour savoir comment ils mettent en œuvre quand ça doit être appliqué concrètement. Par exemple, il y a des réhabilitations à mettre en œuvre sur la partie accès aux handicapés. Il y a des choses comme ça qu'il faut pouvoir bien appréhender en termes de travaux, donc le financement. Ce n'est pas des choses qui étaient prévues spécialement, donc souvent les lois, elles arrivent et puis on doit faire face. Donc la CGPME est là pour porter des réponses et aussi effectivement alerter ceux qui nous mettent les règles en place pour essayer de voir comment on peut effectivement mettre ces choses-là du mieux possible dans les entreprises. Autre défi que vous avez, rapprocher les TPE et les PME de la jeunesse. Alors certaines sont effectivement déjà engagées dans des cursus d'apprentissage, en se rapprochant des CAP ou des choses comme ça, des BTS et compagnie. On sait que c'est une bonne chose pour les jeunes. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises ? Eh bien, il faut savoir que le chef d'entreprise, il est économiquement responsable. Donc, il est économiquement responsable et socialement responsable. Donc, qu'est-ce que ça apporte à une entreprise? Il a la jeunesse à côté de lui. La jeunesse apporte beaucoup de choses. Moi, je suis jeune, j'arrive à la CGPME. Beaucoup de gens sont surpris. Donc, il faut savoir écouter, il faut savoir partager. Je pense que l'échange est toujours très constructif. Il y a le passé, il y a le futur. Donc, on a toujours à gagner à côtoyer nos plus jeunes. Ce sont nos futurs employés. Donc, on a tout intérêt à les former et à faire en sorte qu'ils soient le mieux adaptés quand ils rentrent sur le marché de l'emploi aux entreprises qui font le territoire. J'ai entendu dans un reportage un petit peu avant qu'il y avait la fuite des cerveaux. Donc, si on peut les avoir dès l'apprentissage et qu'ils restent après sur le territoire, ben, c'est tant mieux pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de m'avoir reçu. D'avoir été avec nous ce soir et puis félicitations pour votre élection. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira au François où le lotissement Soleil Levant va enfin pouvoir souffler. Après 8 ans d'angoisse, le mur de soutènement qui les protège de l'éboulement va enfin être reconstruit. Et puis Hubert Bornil nous emmènera chez le coiffeur à Redoute, un coiffeur très prisé, lauréat de la Main d'Or et qui a côtoyé les meilleurs. Ce sera tout à l'heure. Mais avant, direction Madiana où le 38e salon des éditeurs du premier degré s'est ouvert cet après-midi. Un rendez-vous qui attire tous les professionnels de l'enseignement et de l'édition. 13 éditeurs et un libraire s'y sont rassemblés. L'occasion pour nous de savoir si ces ouvrages, pour la plupart édités dans l'Hexagone, tentent de s'adapter à la réalité antillaise. Nous y reviendrons malheureusement soit dans la deuxième partie de ce journal, soit demain. Mais en tout cas, c'est promis, on ira au Salon des éditeurs. En attendant, direction du coup la Guadeloupe. Retour au pays pour le champion du monde de vitesse en cyclisme, vitesse cyclisme sur piste. On va y arriver cet après-midi. Grégory Boger est donc arrivé en Guadeloupe. Une arrivée en grande pompe où il a été accueilli par le président de la Ligue de cyclisme de Guadeloupe et d'autres personnalités du monde sportif. Vous le voyez, un retour très joyeux pour lui. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il répond à Linda Kayarsi. Je suis content, ça fait depuis 2012. Depuis 2012, je n'avais pas eu de titres mondiaux, même si j'étais titré ici même en octobre dernier sur les championnats d'Europe pour l'épreuve de vitesse. Je suis très content de revenir ici pour partager quelques moments avec les Guadeloupéens, montrer mes maillots, mes médailles. En Martinique, comme en Guadeloupe d'ailleurs, la semaine du handicap a commencé hier. Chaque jour, les membres de l'association Agir sans voir ont donc prévu de sensibiliser les Martiniquais à leur situation. Une sensibilisation qui commence jeune, car la tolérance et la différence doivent s'apprendre au plus tôt. Ce matin, ce sont les élèves de 5e du collège de Terreville qui ont été interpellés sur le sujet. Et quoi de mieux finalement qu'un exercice pratique pour appréhender la réalité du handicap? Les jeunes ont donc appris à faire du vélo en tandem, comme le font les aveugles. Voyez plutôt ces quelques images signées Isabelle Ferrière. C'est plus dur, il faut être synchronisé et c'est franchement plus difficile que le vélo normal. C'était assez compliqué au début parce qu'il faut trouver son équilibre et il ne fallait pas paniquer. Quand on a les yeux bandés, on ne sait pas trop où on va. Et j'ai eu peur quand même. Mais j'ai essayé de faire confiance aux coéquipiers qui étaient devant moi.
sensibiliser les élèves un petit peu aux conditions de non-malvoyants, qui leur dit que demain, ils ne seront pas en mesure d'aider ou de se faire aider. Dans la vie, on ne sait jamais. Et là, on les prépare à aider les autres, à aider surtout les gens qui ont certains handicaps, à pouvoir au moins pratiquer un peu de vélo en toute quiétude. Allez, c'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence au François où le soleil semble à nouveau se lever sur le quartier Presqu'île. En 2007, le cyclone Dean avait entraîné un glissement de terrain qui avait beaucoup marqué les habitants. Et bien aujourd'hui, il a été reconstruit depuis 2 semaines. Les travaux sont en cours. Puisqu'on parle de travaux, attention aux travaux à Fort-de-France. Le chantier du TCSP sur l'avenue Maurice Bishop va condamner l'accès à la rue Ravine-Moreau pour les 2 semaines à venir. Une déviation est mise en place vers la rue René-Maran. En cause, la réalisation de travaux de réseaux secs et humides dans la rue Ravine-Moreau. Prenez donc votre mal en patience et surtout respectez la signalisation. On termine avec un petit soin chez le coiffeur. Ça fait du bien. À 2 pas de l'église de Redoute, Jean-Pierre Labeau est un professionnel passionné. À 34 ans, il a déjà pas mal de coupes à son actif. Et l'artisan a mis les mains sur des têtes bien connues. Il a côtoyé des grands noms du show business ainsi que les plus grandes maisons de cosmétiques. De retour au pays, il a été récompensé par la Main d'Or, une distinction dans le métier. Il espère maintenant partager son savoir-faire. Hubert Bornil et Michelet François sont passés entre ses mains. De ce que je vois, il faut éviter aussi de tracer un petit peu trop les contours devant, qui sont plus ou moins dégarnis. Voilà, après cette belle expertise, on va pouvoir y aller. Je suis convaincu finalement et on laisse place à l'expression de notre coiffeur. Jean-Pierre Labeau, c'est l'homme aux multiples talents, artiste à coup sûr, grand orateur, mais avant tout un professionnel de la coiffure passionné par son art. Quand on est coiffeur, pour moi, il faut savoir coiffer toutes sortes de cheveux. Je ne sais pas si je dois partir dans un pays indonésien ou je ne sais pas, dans un pays chinois, il faut avoir les techniques nécessaires pour pouvoir justement parfaire son art. Son métier, il l'a appris en France. Ensuite, son parcours le conduira outre-Atlantique en Amérique. En 30 années d'activité, il a pratiquement tout connu, le milieu du show business, les grands noms de la scène parisienne et antillaise, les spécialistes de la cosmétique, vraiment tout. J'ai fait aussi les pièces de théâtre, la Comédie Française. Après, j'ai eu mon CAP, je suis allé chez Jacques Desange, à Place de la République. Et de là, révélation, j'ai rencontré le plus grand coiffeur de chez Desange, qui m'a fait faire beaucoup de techniques. Il a vraiment plaisir et bonheur à faire ce qu'il fait. D'ailleurs, je ne lui demande jamais rien. Au feeling, il sait toujours quoi faire. C'est un lever de rideau pour le coiffeur artiste. Et là, le compteur temps s'arrête. Les premiers bigoudis que j'ai enlevés, ce sont ceux de Michel Mercier, celle qui jouait dans Angélique, je ne sais pas si vous vous rappelez, Marquise des Anges, Angélique. Jean-Pierre Labeau a de grands projets. Il voudrait par exemple transmettre son savoir. Il faudrait fédérer les coiffeurs, c'est ça surtout qui est important. Ouais. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire parce qu'on m'a dit que la coiffure ça ramenait rien. Mais au moins, je pense qu'à côté, ils ont envie. Fin de l'épreuve en compagnie de notre coiffeur, artiste, psychologue, analyste. Seulement, une chose importante, il faut avoir du temps pour ce salon. Voilà, Hubert Bornil dans sa plus stricte intimité chez le coiffeur. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.